En 2030, la Coupe du Monde fêtera son centenaire. Une occasion inédite de fêter en grande pompe l'un des plus grands rendez-vous sportifs au monde. Imaginez que pour l'occasion, la FIFA décide d'organiser en amont une compétition réunissant les 8 nations ayant jusque-là remporté le mondial, avec un format rappelant celui de la Coupe des Confédérations. Une idée qui fut notamment proposée par le président de la CONMEBOL en 2023, au cas où le continent sud-américain n'accueillait pas la Coupe du Monde en 2030. Et si je vous disais que ce concept-là a déjà vu le jour ? Nous sommes en décembre 1980, 5 des 6 sélections ayant jusque-là été championnes du monde ainsi qu'une nation invitée participèrent à un tournoi célébrant le cinquantenaire du mondial. Un événement organisé par la Fédération uruguayenne de football, soit l'AUF, et soutenu par la FIFA. La fête fut grandiose, le plateau relevé, et la victoire de la Céleste semblait raviver la flamme liant le peuple uruguayen à sa sélection phare, mais devait surtout s'inscrire durablement dans les mémoires collectives. Et pourtant, si l'on fait le bilan de ce tournoi une quarantaine d'années plus tard, on peut affirmer que son impact fut quasi nul. L'idée semblait pertinente, son organisation réussie, mais des raisons bien spécifiques ont participé à l'enterrement de première classe d'une compétition qui avait les arguments nécessaires pour devenir une référence. Ce tournoi, dénommé initialement la Coupe d'Or des Champions du Monde, reste aujourd'hui connu comme étant le Mundialito. Quand on évoque la sélection uruguayenne, on pense évidemment à cette génération dorée dirigée d'une main de maître par Oscar Tabarez et qui vit les Cavani, Suarez, Godín, Muslera, Forlán et consorts remettre sur le devant de la scène internationale une sélection longtemps moribonde. Les plus connaisseurs savent néanmoins que le véritable âge d'or de la Céleste date d'il y a un siècle. En 1924, la sélection uruguayenne participe au tournoi de football des Jeux Olympiques de Paris, un tournoi longtemps réservé quasi exclusivement aux sélections européennes. La Céleste, menée par son capitaine José Nasazzi, émerveilla néanmoins le public parisien et remporta aisément cette compétition avant de doubler la mise en 1928. Entre-temps, la FIFA, par l'intermédiaire de son président Jules Rimet, décida de créer sa propre compétition afin de permettre aux joueurs professionnels de participer à une compétition internationale de premier plan, sachant que les jeux étaient réservés exclusivement aux amateurs, bien qu'il y ait eu quelques exceptions. La Coupe du Monde voit alors le jour. L'Uruguay se charge d'accueillir cette première édition, marquée par le refus de participer de certaines sélections européennes pour des raisons diverses. Une édition remportée par le pays hôte, favori évident de ce mondial. Seulement la fédération uruguayenne adoptera par la suite une attitude de défiance vis-à-vis du vieux continent, et en réponse à la non-participation de prestigieuses nations lors du mondial 1930, la Céleste ne défendra pas son titre en terre européenne en 1934 et 1938. Un isolement qui signe le début d'un long déclin pour l'Uruguay. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le Brésil accueille le monde du football pour la 4e édition de la Coupe du Monde, marquée par le retour de l'Uruguay. Pour son retour dans la compétition, la Céleste parvient à remporter ce mondial à la surprise générale, malgré un jeu laborieux qui donnera naissance à la Garra Charrúa, terme utilisé a posteriori pour qualifier le jeu rugueux, parfois brutal, mais engagé de l'Uruguay. Néanmoins, le niveau de la sélection ne fera que régresser par la suite, et ajouté au déni de la fédération uruguayenne quant à ses médiocres résultats, ces derniers s'inscrivent définitivement au banc des sélections de second rang, en témoigne son élimination au premier tour du mondial 74 et sa non-qualification pour l'édition 78, alors que le pays connaît une grave crise économique et politique, puisqu'un coup d'état datant du 27 juin 1973 permit à l'armée de prendre le pouvoir et de mettre en place un régime dictatorial semblable à celui de ses voisins chiliens et argentins. C'est donc dans ce contexte sportif et politique délicat que les principaux dirigeants du football uruguayen souhaitent inverser la tendance. Dans une réunion se tenant à Zurich, Washington Cataldi, ancien député et président du CA Peñarol, propose au président de la FIFA João Havelange et au président de la République uruguayenne Aparicio Méndez d'organiser une compétition pour fêter le cinquantenaire de la Coupe du Monde. Une idée dans un premier temps écartée par les principaux dirigeants de la junte militaire au pouvoir, mais qui fut finalement acceptée au vu de l'organisation réussie du Mondial 78 en Argentine, en dépit du contexte politique et de matchs controversés. Le tournoi est alors nommé la Coupe d'Or des Champions du Monde et sera rapidement surnommé péjorativement le Mundialito en comparaison au Mondial argentin de 78. Celui-ci se tiendra à Montevideo entre le 30 décembre 80 et le 10 janvier 81, le championnat d'Europe des Nations et les Jeux de Moscou empêchant la tenue de cette compétition en été. Pour financer ce Mundialito et sa promotion, Cataldi lance un appel d'offres à des investisseurs privés, la situation économique locale interdisant au gouvernement et à la fédération de s'investir sur le plan financier.
Un appel d'offres remporté par un certain Angelis Voulgaris Angelopoulos, un homme d'affaires excentrique d'origine grecque, résidant à Montevideo et patron d'une entreprise de conditionnement de viande au réseau important, qui se charge également de sonder des diffuseurs sur le vieux continent. Suite à de longues négociations, celui-ci parvient à vendre les droits télé de ce tournoi à un magnat italien des médias âgé de 44 ans et qui effectue là ses premiers pas dans l'univers du ballon rond, à savoir Silvio Berlusconi. Par le biais de sa société Rete Italia, Berlusconi permet la retransmission de cette compétition dans 43 pays différents, dont la France, en revendant certaines parts, afin de promouvoir au mieux ce tournoi. Voulgaris finance également la conception du trophée, estimé à une valeur d'environ 280 000 €, un trophée conçu par le sculpteur Walter Pagella, qui collabora auparavant avec des proches de Voulgaris. Le trophée pèse 2,6 kg et se caractérise par un socle en agate et une sphère réalisée à partir d'or 18 carats. Parmi les 6 sélections ayant à cette époque remporté un mondial, 5 répondent à l'appel. Toutes sauf l'Angleterre, en raison du calendrier surchargé de ces clubs, malgré une réelle volonté de participer de la part de la fédération et du sélectionneur Ron Greenwood. Leur place n'est néanmoins pas vacante puisque les Pays-Bas, double finaliste en titre, les remplacent et à l'instar des 5 autres nations, envoient 18 joueurs participer à ce tournoi considéré alors comme officiel par la FIFA. La compétition se découpe en 2 phases, soit une phase de groupe dans laquelle 3 équipes s'affrontent chacune leur tour en vue d'obtenir un ticket pour la finale, qui se déroule le 10 janvier en un match unique. Le groupe A se compose de l'Uruguay, de l'Italie et des Pays-Bas. L'Uruguay soit alors d'une longue préparation visant à permettre à cette formation de remporter le tournoi à domicile, qui plus est au vu du soutien important du public derrière son équipe. La Céleste, dirigée par Roque Maspoli, vainqueur du mondial en 1950, multiplia durant une année entière les matchs amicaux, avec des résultats s'améliorant progressivement et peut compter sur une jeune génération prometteuse emmenée par son charismatique capitaine et gardien, Rodolfo Rodriguez. Jorge Barrios, Ruben Paz, Victor Diogo ou encore Hugo de León font partie de cette nouvelle génération ayant écrasé la scène continentale dans les compétitions de jeunes au cours des années précédentes, avec notamment 4 succès consécutifs dans le championnat CONMEBOL des moins de 20 ans entre 75 et 81. L'Italie, menée par Enzo Bearzot, est en proie au doute suite au scandale du Totonero, un scandale de paris sportifs ayant provoqué la relégation de plusieurs clubs et la suspension de joueurs majeurs à l'image du buteur Paolo Rossi. Malgré quelques absences, on retrouve tout de même une défense et un milieu de terrain solide, avec les présences de Virchowood, Ancelotti, Gentile, Giuseppe Baresi, Tardelli ou Sirea. Les Pays-Bas sont quant à eux en fin de cycle et envoient une équipe B avec la présence tout de même des frères Van de Kerkhoff. Dans le groupe B, le plateau est bien plus relevé. La RFA envoie son armada puisque tous les principaux titulaires vainqueurs de l'Euro 80 sont du voyage, à l'image du trident offensif Horst Hrubesch, Karl-Heinz Rummenigge, Klaus Allofs, du portier Schumacher ou des défenseurs Karl-Heinz Forster, Manfred Kals ou Hans-Peter Briegel. Le Brésil compte sur un nouveau sélectionneur avec l'arrivée de Tele Santana à ce poste et débarque non sans ambition afin de développer le jeu très offensif prôné par ce dernier. Malgré quelques absences, on retrouve tout de même des joueurs du calibre de Socrates, Eder, Toninho Cerezo ou le défenseur Oscar. Enfin, l'Argentine de César Luis Menotti est un carrefour de son histoire, puisqu'elle intègre à la fois une partie des vainqueurs du Mondial 78, à l'image de Mario Kempes et Daniel Passarella, mais aussi du championnat du monde des moins de 20 ans en 79, dont font partie le buteur Ramon Diaz et un meneur de jeu de 20 ans se nommant Diego Maradona. L'intégralité des matchs se dispute au stade du Centenaire de Montevideo, entièrement rénové pour l'occasion, qui accueille près de 75 000 spectateurs. La Céleste domine largement la rencontre et se procure ses meilleures occasions en première période, avec une ouverture du score à la demi-heure de jeu signée Venancio Ramos, puis un second but inscrit juste avant la pause sur corner par Valdemar Victorino. Les Oranges continueront de subir les assauts uruguayens en seconde période, et le match se termine sur le score de 2-0 en faveur du pays hôte. Pour son second match, l'Uruguay est opposé à une sélection italienne diminuée et une victoire assurait à la Céleste son billet pour la finale. La rencontre est fermée, le jeu rugueux et le déchet technique omniprésent. Une rencontre qui se débloque en seconde mi-temps suite à un pénalty généreusement accordé à la 67e minute de jeu par l'arbitre espagnol Guruzeta Muro. Le défunt arbitre espagnol du match retour, Guruzeta Muro, fut corrompu par des dirigeants d'Anderlecht, se traduisant ainsi par l'obtention d'un pénalty plus que généreux. Ça fait beaucoup là, non ? L'attaquant de poche Julio Morales se charge de convertir ce penalty, 1-0 pour l'Uruguay. Un match qui sombre alors dans la violence puisque 3 cartons rouges seront distribués, dont un à l'encontre du futur héros du mondial 82 Marco Tardelli pour ce tacle non maîtrisé.
Entre-temps, la Céleste composta définitivement son ticket pour le 10 janvier avec ce second but inscrit par Victorino. 2-0 pour l'Uruguay, la Céleste est en finale, et la dernière rencontre disputée entre l'Italie et les Pays-Bas n'attire que 15 000 spectateurs dans un match s'achevant sur un score de parité 1-1. Dans l'autre groupe, la première rencontre opposait l'Allemagne de l'Ouest à l'Argentine, soit un choc au sommet entre le champion du monde et le champion d'Europe sortant. Le tempo fut élevé et le niveau de jeu bien plus qualitatif que les matchs du premier groupe. Dans cette rencontre équilibrée, ce sont les Ouest-Allemands qui ouvrirent la marque sur une tête piquée de Horst Hrubesch peu avant la mi-temps. La seconde mi-temps fut toutefois nettement dominée par l'Argentine et l'Albiceleste parvint enfin à égaliser à la 84e minute suite à une mésentente entre Schumacher et Manfred Kaltz. Puis 4 minutes plus tard, sur une contre-attaque rapidement menée sur la droite, Kempes servit à la perfection Ramon Diaz qui crucifia Schumacher et la RFA, mettant fin à leur série de 23 matchs consécutifs sans défaite, série entamée au sortir du Mondial 78. Le second match opposait l'Argentine et le Brésil, une opposition attendue entre deux maîtres à penser, tous deux partisans d'un football ultra-offensif, soit Menotti et Santana. Alors que l'on s'attendait à un match de gala, ce fut une véritable opposition physique qui fut proposée avec en prime quelques gestes de violence. Si Maradona ouvrit la marque pour l'Albiceleste, Edevaldo répondit au PIB des Oro peu après la mi-temps suite à un cafouillage. Le match se termina sur une bagarre générale et le score de parité offrait au Brésil la possibilité de se qualifier si elle bat la RFA par 2 buts d'écart pour l'ultime match des phases de groupe. Une ultime partie qui se décanta en seconde mi-temps puisque Klaus Allofs débloquait le compteur pour la RFA à la 54e minute. Les Brésiliens se révoltent alors et c'est un véritable rouleau compresseur qui se met en marche avec 4 buts inscrits dans la demi-heure qui suit. Victoire 4-1 pour la Seleção, les hommes de Tele Santana se qualifient donc à la différence de but pour la finale qui les oppose aux Pays Hôtes le 10 janvier dans un stade Centenario qui contient près de 75 000 fans uruguayens. Un remake de la finale de 1950, démarrant tambour battant avec de nombreuses occasions créées par le Brésil. La Céleste n'est pas en reste et se montre dangereux sur coup de pied arrêté, mais le score n'évolue pas et les deux équipes rentrent au vestiaire sur un partage. En seconde période, les Uruguayens se montrent plus dangereux par le biais de contre-attaques et Jorge Barrios sur un ballon mal renvoyé fait chavirer de bonheur les supporters uruguayens du stade du Centenaire. Seulement peu après l'heure de jeu, une faute commise dans la surface par le défenseur Walter Oliveira est sanctionnée d'un penalty par l'arbitre autrichien Erich Lindmayer que se charge de transformer Socrates. Un partout, la Céleste n'est pas abattue pour autant, et après s'être vu refuser un but pour hors-jeu, l'armada offensive uruguayenne persiste et à 10 minutes de terme, s'offre une occasion sur centre. Victorino, déjà buteur lors des 2 précédents matchs, permet à la nation hôte de prendre un avantage définitif à 10 minutes du terme de la rencontre. La fin de match est hachée et le Brésil ne parvient pas à inverser la tendance. Et comme en 1950, l'Uruguay s'impose sur le score de 2-1, offrant à la Céleste un trophée de prestige. C'est toute une ville et même tout un pays qui accompagne le geste du capitaine Rodolfo Rodriguez, lequel brandit le trophée, offrant une image qui restera gravée pour l'éternité. En fait, non. Ce que vous venez d'entendre là n'était qu'une description purement axée sur l'aspect sportif de la compétition, excluant du récit le contexte politique de cet événement et les coulisses de son organisation. Une vision en partie romancée qu'aurait apprécié le pouvoir en place à cette époque. Mais pour vous donner une idée bien précise de ce qu'un événement sportif peut cacher et des raisons de l'oubli de ce tournoi, nous allons nous transporter de l'autre côté de la Seine. Revenons donc aux prémices de cette histoire. Une histoire qui débute le 27 juin 1973. Le coup d'État dirigé par l'armée permet à celle-ci d'exercer son pouvoir en mettant sous tutelle la présidence de la République. Tout est alors contrôlé par les instances militaires. Presse, relations internationales, institutions politiques, l'opposition est passée sous silence avec en point d'orgue l'opération Condor et qui vise à éradiquer toute présence communiste dans les pays du Cône Sud dont fait partie l'Uruguay.
Une politique extrémiste qui poussera près d'un cinquième de la population à s'exiler, mais à l'inverse de ses voisins argentins et chiliens, le nombre d'assassinats politiques est très faible puisque l'armée uruguayenne privilégie l'emprisonnement et la torture, sachant que le pays détenait le triste record du taux de prisonniers politiques le plus élevé au monde, à savoir un prisonnier politique pour 450 habitants. C'est donc dans ce contexte très particulier que Washington Cataldi, président du CA Peñarol mais surtout dirigeant le plus puissant du football uruguayen et protégé du président de la République Aparicio Méndez, propose à João Havelange de créer une compétition. L'idée est acceptée par la junte militaire puisqu'elle permettrait à l'instar de l'Argentine en 78 de légitimer sa politique par une organisation impeccable. Havelange accepte, celui-ci considérant que politique et football doivent être dissociés quant au choix des organisateurs d'un événement sportif. Une façon aussi de récompenser Cataldi et la fédération uruguayenne pour son aide précieuse quant à l'élection d'Havelange à la tête de la FIFA en 1974 et pour renforcer l'influence des nations du CONMEBOL au sein de cette organisation contre la montée en puissance de l'UEFA. Concernant le financement de la compétition, la UF lança un appel d'offres remporté par Andrelis Vulgaris Andrelopoulos. Pour vous donner une petite idée du personnage, ce dernier fut arrêté en 2005 par la police britannique pour transport et détention de stupéfiants et sera à l'origine de la découverte d'un immense trafic de drogue. L'opération Campanita dévoilera ainsi l'existence d'un réseau dont le bénéfice avoisinait les 50 millions d'euros annuels. Ce dernier était alors chargé de s'occuper du transport de la marchandise en direction du continent européen et de blanchir l'argent amassé par le biais de ses sociétés ou de ses contacts. Son amitié avec de nombreux dirigeants en place lors de la dictature en Uruguay vient du fait qu'il possédait de nombreuses affaires fructueuses à Montevideo, notamment dans le monde de la nuit et l'immobilier. Et en ce qui concerne l'origine des 2 millions d'euros apportés par Vulgaris pour soutenir l'organisation de cet événement, eh bien elle est inconnue. Oh comme c'est bizarre! Reste à vendre les droits télé de cette compétition. L'OTI, à savoir l'organisation de télévision ibéro-américaine, fit pression en demandant à obtenir les droits de retransmission pour une somme dérisoire, sachant que ces derniers ont obtenu au préalable les droits de diffusion du Mondial 82. Dans le cas contraire, la société empêchera la diffusion du Mondial espagnol sur le sol uruguayen. La situation fut longtemps tendue et se débloqua par l'intermédiaire d'une loge maçonnique italienne. La loge maçonnique P2, ou Propaganda Due, créée en 1877, est une loge clandestine italienne depuis une décision du Grand Orient d'Italie datant de juillet 1976. La majorité de ses membres sont de puissants hommes politiques italiens et représentant des forces de l'ordre anticommunistes et proches de mouvements d'extrême droite. La P2 fut définitivement radiée en 1981 en raison de l'implication de ses principaux membres dans de nombreux crimes et la découverte de documents révélant un projet de renversement du pouvoir établi en Italie afin de mettre en place un régime autoritaire et liberticide. Cette loge détenait des liens très étroits avec de nombreux hauts gradés sud-américains et principalement originaires du Brésil, de l'Argentine et de l'Uruguay, de par la présence de nombreux descendants d'Italiens dans ces États. Certains dirigeants sud-américains étaient même membres de cette loge, à l'image d'Emilio Massera, amiral reconnu de la junte militaire argentine. Les contacts entre les dirigeants uruguayens et le continent vont alors se faire par le biais de cette loge. Le président de la P2, Licio Gelli, détenait une résidence à Montevideo ainsi qu'une dizaine d'appartements et surtout des parts dans la banque financière sud-américaine. On y retrouve également Artemio Franchi, président de l'UEFA et ex-vice-président de la FIFA. Ce dernier va aisément convaincre la fédération italienne de laisser sa sélection participer à ce tournoi et d'en faire la promotion. C'est alors qu'entre en scène un troisième homme appartenant à cette loge, soit Silvio Berlusconi, mania du monde médiatique, et qui se charge ainsi d'acquérir les droits télé pour une somme avoisinant le million d'euros, un montant considérable sachant que le coût d'un match du Mundialito est plus élevé que pour celui d'un match du Mondial argentin. Et pour l'anecdote, toutes les nations bénéficièrent d'une retransmission couleur sauf une, l'Uruguay. La couverture médiatique est assurée par une quarantaine de pays, et l'Italie va alors activement participer à la propagande de ce tournoi par le biais de ses principaux journaux et via des chaînes privées, tout en faisant la promotion du pouvoir en place. Tout est alors mis en place pour asseoir un peu plus la légitimité de la junte militaire uruguayenne et sa capacité à organiser des événements majeurs. Une stratégie de soft power qui passe avant tout par un triomphe national. Et c'est pourquoi la date du début du tournoi est fixée à un 30 décembre. Car un mois plus tôt, doit se dérouler un référendum visant à légitimiser démocratiquement la présence de la junte militaire au pouvoir. En cas de victoire, cette compétition serait le prolongement de ce succès politique et une fête en grande pompe à la gloire d'une junte pouvant récupérer un potentiel succès sportif afin d'asseoir sa domination. Trop confiants, trop arrogants, les dirigeants multiplient les messages de propagande par le biais d'une campagne médiatique agressive. La sentence est irrévocable et la défaite des généraux conduit à une passation de pouvoir qui mettra 4 ans à se conclure, la transition se faisant progressivement.
De cette manière, la junte peut encore espérer récupérer politiquement ce tournoi. Et une nouvelle fois, ce sera un échec cuisant. Sur le plan sportif, les dés sont en partie pipés. L'Uruguay hérite, par hasard, des deux nations les plus faibles et d'un arbitrage favorable face à la Squadra Azzurra. En disputant ses matchs en avance, la Céleste se qualifiait en bénéficiant d'une semaine de repos pour préparer sa finale, contre 3 jours pour le Brésil. L'organisation fut néanmoins un succès, la fédération uruguayenne ayant bénéficié des conseils d'Henry Kissinger, ancien secrétaire d'État américain, et de la junte argentine, bien que ses ressortissants furent attaqués à coups de lancers de pierre, en témoigne l'agacement de Diego Maradona face à cette situation. Yo creo que a los uruguayos no los tratamos como nos tratan ellos allá, o sea, ellos creen que nosotros somos, no sé, o sea, monstruos. À chaque rencontre, le peuple uruguayen entonnait un chant de protestation contre la junte au pouvoir. Uruguay, te queremos ver campeón, chanson écrite par les contestataires Alberto Triunfo et Roberto da Silva, est ainsi repris en boucle par le stade du Centenaire tout au long du tournoi, malgré la diffusion en sono de chants officiels et de propagande au rythme militaire. Un joli pied de nez qui persistera jusqu'à la finale et qui verra le pays entier célébrer cette victoire avec un slogan entrant pour la postérité, un but contre la dictature. Après des années de censure et de privation, le peuple uruguayen eut enfin l'occasion d'exorciser ces mots par le biais de ce tournoi. Un succès qui pourtant ne connaîtra pas de lendemain puisque la Céleste échoue à se qualifier pour le Mondial 82, un échec occulté par l'actualité politique. Le retour des élections démocratiques en 1984 sera accompagné d'une volonté d'effacer les souvenirs de la dictature. Le Mundialito ne fait pas exception à la règle. La compétition est alors considérée comme amicale par la FIFA, tandis que la fédération uruguayenne effaça de ses tablettes toute référence à un tournoi organisé par la junte et ses partisans. La société uruguayenne n'a pas entièrement refermé les cicatrices de cette ère, et si ce tournoi reste associé à ses dirigeants honnis par toute une nation, elle l'est aussi pour ses moments de cris de l'armée de joie, de contestation surtout face à la censure et la propagande d'un régime en bout de course contraint de passer la main. À l'origine programmé pour glorifier le régime en place, cet événement a permis de renforcer la lutte contre la dictature et de rapprocher un peu plus un peuple n'aspirant qu'à une seule chose, recouvrer sa liberté.